Merci beaucoup Benoît. Merci à toutes et à tous d'être ici. Merci à Jean-Jacques Pérennes qui n'est pas ici le directeur de l'école, mais qui a bien voulu organiser cet événement. Merci à Agnès qui s'est chargée de toute la partie de communication. Merci à vous, Monsieur le Consul Général, de nous faire l'honneur de votre présence à tout le monde. Donc, vous l'avez compris, vous êtes venus ce soir pour entendre parler de l'histoire du quartier maghrébin, ce quartier disparu, ce quartier de Jérusalem disparu, mais pas seulement, puisque vous avez vu, il y a un sous-titre à cette conférence, et c'est un sous-titre faussement naïf, hein, quand les archives bouleversent l'histoire. Pourquoi cette affirmation faussement naïve? Affirmation naïve parce que, a priori, pour faire de l'histoire, il faut des archives. Hein, a priori, c'est quelque chose de connu et d'a priori accepté. Et pourtant, à Jérusalem, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de gens qui racontent des histoires, des belles histoires, des moins belles histoires, des histoires saintes, des histoires militantes, mais souvent ils le font sans archives. Alors parfois c'est pas de leur faute, parfois c'est simplement parce que les archives sont difficilement accessibles. Elles sont difficilement accessibles à Jérusalem pour des raisons qu'on comprend assez bien, c'est-à-dire que les institutions se méfient, peuvent légitimement se méfier, parce que dans les archives il y a des actes juridiques, dans les archives il y a du droit, hein, les archives c'est de la souveraineté, donc c'est très sensible. En fait, les archives à Jérusalem nous rappellent qu'au départ, des archives ça ne sert pas à faire de l'histoire. Les historiens sont dans les archives presque par effraction. Et à Jérusalem, ils s'en rendent compte très très bien. Les archives ne servent pas à faire de l'histoire, les archives servent à affirmer des droits. Et à Jérusalem, c'est très très important. Et donc, pour faire de l'histoire avec des archives à Jérusalem, eh ben c'est plus compliqué qu'ailleurs, on va dire. Voilà. C'est plus compliqué qu'ailleurs parce qu'effectivement, elles sont moins accessibles, parce qu'aussi elles sont dans plein de langues différentes. Et des langues qui sont difficiles, et des alphabets qui sont multiples. Et donc, les historiens de Jérusalem ont parfois tendance à se limiter à leur seul périmètre de compétences linguistiques, qui ne peut pas être infini. Hein, et donc, chacun creuse un petit peu son sillon dans son alvéole. Le problème, c'est que ça renforce ce que j'ai dit au début, hein, histoire sainte, histoire militante. Si chacun travaille sur ses propres documents, comment faire progresser l'intelligence collective, quoi. Et donc, ce que je viens de dire, ça a été le constat de départ du projet Open Jérusalem, qui était un projet financé par la Commission européenne. Donc, c'est des gros financements, hein, on parle d'à peu près 1 500 000 €. Et c'est un projet qui a démarré en 2014, et ça me fait particulièrement plaisir d'en parler ici, parce que la dernière fois que j'ai fait une conférence à l'école biblique, c'était en 2015, pour présenter précisément le projet Open Jérusalem, qui en était vraiment à ses balbutiements. Le projet Open Jérusalem, c'est 2014-2019, et ça consistait en fait à essayer justement d'ouvrir les archives de Jérusalem, comme le nom du projet l'indique, mais aussi entrouvrir les archives, au sens de ouvrir les archives les unes aux autres. Hein. Il ne s'agissait pas seulement d'ouvrir le plus de cartons possible, mais il s'agissait aussi de faire dialoguer tous ces documents, avec des techniques très très simples, hein, par exemple, juste de constater qu'une bonne partie de ces documents, c'est de la correspondance. Hein, le consul écrit à un autre consul, telle institution religieuse écrit au consul, le consul renvoie ça vers la municipalité. Les institutions à Jérusalem s'écrivent, se parlent, échangent. Et donc, comme vous le savez, quand vous recevez une lettre, c'est le destinataire qui conserve la lettre. C'est pas celui qui l'a produite, sauf s'il a prévu un brouillon. Mais juste ces simples réflexions nous ont amené en fait à construire un espèce de réseau de documents et un réseau de chercheurs. Open Jérusalem, c'était 60 chercheurs impliqués. Et alors voilà, on est seulement 3, mais 60 chercheurs dans une quinzaine de pays. Parce que les archives de Jérusalem ne sont pas seulement à Jérusalem, hein, elles sont un petit peu partout, elles sont à Saint-Pétersbourg, elles sont à Istanbul, elles sont à Addis Abeba, elles sont à Amman, elles sont à Marseille, elles sont à Washington, elles sont en fait dans le monde entier. Si Jérusalem est une ville-monde,
c'est aussi que les documents y arrivent, mais que les documents en repartent. Aussi parfois pour des raisons sécuritaires. On fait parfois attention à ne pas tout conserver sur place. Donc 60 chercheurs, 15 pays, dans une douzaine de langues, et à peu près 80 institutions de conservation qui ont été impliquées. Et aujourd'hui, le projet Open Jérusalem, c'est 39 000 unités documentaires qui sont indexées, décrites, accessibles grâce à cette plateforme. Et c'est une plateforme qui est utilisée dans le monde entier, aux États-Unis, au Canada, mais aussi en Israël, mais aussi en Palestine, parce que Jérusalem, c'est aussi une ville où certains chercheurs ne peuvent pas faire les 4-5 kilomètres qui les séparent d'un fonds documentaire, parce qu'ils n'ont pas le bon passeport, ou même parce qu'ils n'ont pas de passeport du tout. Et donc, l'enjeu de la numérisation des archives prend ici une dimension politique, au sens noble du terme. Rendre des archives accessibles, c'est ici peut-être plus important qu'ailleurs. Et le projet Open Jérusalem, a donné lieu donc à cette base de données, à ce portail que vous pouvez tous utiliser, qui est en anglais, mais aussi dans toutes les langues sources des documents. Il a donné lieu à 5 livres. Le premier, c'était Ordinary Jérusalem, avec 25 auteurs. C'était des actes de colloque. Mais aussi Le moine sur le toit, vous allez en entendre parler. Liminal Church, de Maria Chiara Rioli. Imaging and Imagining Jérusalem, dirigé par Karen Sanchez sur la question des images. Et puis, le quartier maghrébin, bien sûr. Et donc, encore une fois, on a voulu intervenir à plusieurs ce soir. J'ai voulu ne pas intervenir tout seul pour rappeler cette dimension collective du projet. 60 chercheurs, vous en avez 3 devant vous ce soir. Et donc, on va essayer de vous montrer très concrètement et très simplement, très directement, en quoi les documents d'archives, leur découverte, peut véritablement bouleverser l'histoire, la renouveler, l'enrichir, parfois la révéler totalement, comme c'est le cas notamment pour l'histoire du quartier maghrébin. Et donc, avant d'aborder cette histoire du quartier maghrébin, deux petites interventions plus brèves de Stéphane Ancel et de Maria Chiara Rioli. Stéphane Ancel est chargé de recherche au CNRS, au laboratoire du César. Il est spécialiste de l'église éthiopienne. Il a travaillé très longtemps en Éthiopie, à Addis Abeba, mais aussi à Lalibela. Et puis, Open Jérusalem l'a attiré dans ses filets. Et maintenant, il travaille de plus en plus sur Jérusalem, évidemment sur les communautés éthiopiennes de Jérusalem, orthodoxes. Et Maria Chiara Rioli est chercheuse à l'université de Venise Ca' Foscari et à l'université Fordham de New York. Et elle travaille en particulier sur les communautés dites latines de Jérusalem et sur les documents de ces communautés. Donc, je vous passe la parole. Stéphane, peut-être d'abord, qui va nous parler donc d'un seul document, ce document qu'il a publié, qu'il a édité. Stéphane. Merci Vincent. Bonsoir à tous. Merci à l'École biblique de nous laisser justement présenter nos recherches dans le cadre d'Open Jérusalem. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, Vincent, sur l'idée que les archives, c'est du droit. C'est particulièrement vrai pour les Éthiopiens, pour la communauté éthiopienne qui, encore aujourd'hui, est en conflit pour des droits fonciers à Jérusalem. Et leurs archives, justement, conservent évidemment la mémoire de leur conflit, de leur combat pour leurs droits. À quel point aussi, je voudrais rappeler, il a été compliqué d'ouvrir ces archives, comme tu as dit. Ça nous a pris énormément de temps, de discussion, d'explication, de mise en confiance, d'expliquer que quand on ouvre des archives à des historiens, on apparaît dans l'histoire du lieu qu'on étudie, du lieu où l'on vit. Et c'est vrai que l'enjeu pour l'Église orthodoxe éthiopienne, et ça ils l'ont bien compris, c'est qu'en ouvrant leurs archives, ils faisaient leur entrée dans l'histoire officielle de Jérusalem. Ils apparaissaient enfin, selon leur dire, alors qu'ils avaient tendance plutôt à être marginalisés, quand même le dire, dans les études globales sur Jérusalem. Alors, je vais dire donc 2-3 mots sur le travail qu'a fait Open Jérusalem sur la communauté éthiopienne orthodoxe. Donc, nous avons pu avoir accès aux archives de la communauté, et dans ces archives, nous avons trouvé un petit manuscrit, dont vous avez l'image ici. C'est lors de notre prospection. Ce petit manuscrit se trouve encore conservé dans les archives vivantes
qu'on appelle les archives vivantes de la communauté, c'est-à-dire c'est des archives qui sont encore utilisées par la communauté pour simplement des questions administratives. Et ce petit manuscrit, on nous l'a présenté. C'est-à-dire que nous ne l'avons pas découvert, on ne le cherchait pas. C'est l'archiviste qui nous l'a sorti d'un paquet de feuilles et qui nous l'a montré. Et là, il nous le présente comme le journal d'un moine éthiopien, de Der el-Sultan, donc vivant dans ce monastère sur le toit de la chapelle arménienne de Sainte-Hélène du complexe du Saint-Sépulcre. Donc ce moine aurait écrit un journal dans les années 1890. Donc là, notre intérêt immédiatement s'allume, évidemment. Mais malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, on verra, ce manuscrit pose plusieurs problèmes. D'abord, avant tout, à la lecture, il ne s'agit pas d'un journal, mais d'un traité historique sur l'histoire de la communauté éthiopienne à Jérusalem. Deuxième problème qui s'est posé, c'est que ce manuscrit n'a jamais été répertorié pour la bonne raison qu'il a disparu à un moment donné des archives et il est réapparu dans les années 1990. Ils ont pu le récupérer. Il était parti en fait à Addis Abeba. Le patriarcat à Addis Abeba l'avait récupéré et visiblement il y a eu un problème de droit, il ne voulait pas le rendre, etc. Il est finalement revenu. Donc on avait très très peu de description de ce manuscrit. Troisième problème, la langue. On s'est retrouvé avec un texte écrit donc en amharique, donc la langue courante en Éthiopie. Cette langue extrêmement difficile à comprendre. Des phrases bourrées de fautes grammaticales, des phrases vraiment qu'on avait vraiment du mal à comprendre, et surtout une organisation du texte général complètement illogique et incompréhensible au premier abord. Bon. Et donc, très honnêtement, on n'a pas compris ce texte au premier abord. Et alors, visiblement, on n'était pas le seul, pour la bonne raison qu'on nous le présentait d'abord comme un journal, puis ensuite, le peu d'informations qu'on avait sur ce manuscrit, tous nous disaient il a été écrit par un moine éthiopien donc, qui s'appelle Walda Bedin dans les années 1890. Or, dans ce manuscrit, on a effectivement une date qui mentionne 1890, mais aussi une autre date qui mentionne 1903. Donc apparemment, les gens qui ont pu l'avoir entre les mains et qui l'avaient lu, l'avaient déjà mal compris, mais en plus mal daté. Donc à partir de là, on s'y est mis à trois chercheurs à travailler sur ce texte. Alors, est-ce que 3 chercheurs pour un seul texte, c'est pas trop? Bah, si, c'est normalement trop, mais là, nécessité fait loi, c'est-à-dire qu'on avait besoin d'une étude linguistique et littéraire, expertise qu'on n'avait pas. Donc, on a demandé à ma collègue Magdalena Krivanowska de l'Université d'Hambourg. Sur cette analyse linguistique, il nous fallait une expertise sur l'histoire de l'Éthiopie que j'apportais, et on voulait aussi une troisième focale sur une expertise sur l'histoire de Jérusalem et du Moyen-Orient, et c'est là où Vincent a participé au projet. Alors, c'est bien gentil, 3 chercheurs sur un seul texte, mais a priori, il n'est pas totalement honteux, je l'accorde, de se demander ce que peut apporter un texte seul, éthiopien, qui plus est, sur finalement l'histoire, sur la connaissance de l'histoire de Jérusalem. Et bien justement, notre étude, je pense, Vincent, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on apporte effectivement quelque chose, parce que, pour la bonne raison que ce texte, qui raconte l'histoire de la communauté éthiopienne à Jérusalem, cette étude révèle l'ensemble des processus mémoriels, mais également politiques et diplomatiques qui ont cours à Jérusalem au tournant du XXe siècle. C'est-à-dire qu'à travers ce texte, qui est donc un traité historique, où les Éthiopiens se présentent aux autres, présentent leur histoire, présentent qui ils sont. À travers ce texte, nous avons tout un contexte de présentation d'identité vis-à-vis, comment on présentait son identité aux autres. Car à un moment extrêmement crucial de l'histoire de Jérusalem, à un moment où il faut se justifier
sa présence pour acquérir des droits. Or, tous ces processus-là, ce processus mémoriel touche l'ensemble de Jérusalem. Et finalement, qu'est-ce qu'il en sort? Il en sort que ces discours mémoriels, que ce soit pour l'Éthiopie, mais que ce soit pour les autres, se fondaient avant tout sur des figures qui étaient extérieures aux communautés. On allait chercher sa légitimité dans l'histoire de l'autre. C'est exactement ce que font les Éthiopiens à ce moment précis. C'est-à-dire que pour justifier leur présence, ils se fondent sur des figures que tout le monde connaît à Jérusalem, sur Saladin, sur Sainte-Hélène. C'est Sainte-Hélène qui leur permet de s'installer au Saint-Sépulcre. Mais par contre, dans le même mouvement, on s'aperçoit qu'à cette époque-là, bien qu'on se fonde sur la légitimité des autres, c'est-à-dire qu'on explique qu'on est comme les autres, donc on a le droit d'exister, mais en même temps, il faut affirmer qu'on est singulier, qu'on est différent des autres. Les Éthiopiens ne sont pas des Coptes, les Éthiopiens ne sont pas des Latins. C'est-à-dire qu'en tant que tels, ils estiment avoir droit aux mêmes droits que les autres, tout en étant singuliers. Donc, cela nous montre qu'à cette époque, on est à un tournant fondamental de l'histoire de Jérusalem, à un moment donné où finalement, de plus en plus, on va se singulariser des autres pour pouvoir exister à Jérusalem. Merci beaucoup Stéphane. C'est juste pour vous, là vous avez entendu peut-être un 80e du projet Open Jérusalem. Il y a des histoires comme ça, il y en a voilà, même bien plus que 80, puisque j'ai dit 80 fonds d'archives, mais ça c'est un petit bout du fonds d'archives, il y aurait beaucoup à dire. Et on va entendre un autre 80e de cette aventure d'Open Jérusalem, donc Maria Chiara Rioli, qui va vous parler de son dernier livre et notamment d'un document bien précis que vous avez sous les yeux. Merci Vincent et merci Stéphane. Stéphane a terminé parlant d'un tournant et voilà un autre tournant parce que Liminal Church nous approche à l'histoire de la période tout à fait bouleversante des années comprises entre 1947 et 1949, mais aussi dans les années 50 et des événements sismiques de 1948. Et c'est un livre qui essaie d'analyser la guerre de Palestine et de ses conséquences à travers l'histoire sociale de la communauté catholique latine, les patriarcats latins, la custodie franciscaine et aussi les congrégations nombreuses qui habitent à Jérusalem ou qui sont liées à Jérusalem dans le monde. Et encore dans ce cas-là, une mobilisation des sources, plus d'une quarantaine de fonds d'archives. Et parmi les autres, ces documents que vous voyez dans l'écran, c'est un document daté 23 juillet 1947. C'est un document qui provient des archives de Pie XII au Vatican et dans lequel le mufti de Jérusalem demande au pape le soutien du Vatican, le soutien du vénérable siège pontifical, pour citer les documents, à la cause arabe de Palestine. Et le soutien qui, selon les muftis dans les textes, susciterait la vive gratitude des mondes arabes et islamiques. Ça, c'est juste une référence à un document, il y en a bien d'autres, mais c'est surtout une histoire de guerre, de médiation de paix, c'est une histoire de réfugiés palestiniens, c'est une histoire d'humanitarisme, ainsi que des conflits générés autour des pratiques, des idées, des stratégies d'aide différentes, déployés par des agences avec des idées différentes et à une population expulsée. Et c'est aussi une histoire de résurgence, de révision de l'attitude des chrétiens vers le judaïsme, des conversions, des renouvellements d'identité, des efforts de tension vers le nouveau État et vers le royaume de Jordanie. Bref, c'est la négociation des rôles, des droits, des pouvoirs, comme Vincent et Stéphane énoncent, dans une période différente et tout à fait marquante comme 48. Et comme pour le moment, et on va l'écouter au pied du mur, aussi Liminal Church se base donc sur une enquête archivistique sur échelle globale qui vise à redonner espace historiographique à des sources, celles-ci provenant des archives civiles, religieuses, ecclésiastiques, qui ne montrent pas uniquement une vision sectaire, mais aussi croisée entre eux, mais à croiser avec d'autres archives, des archives privées, diplomatiques, iconographiques, qui redonnent vie et voix à une société
intercommunautaire, même dans des années de conflits si profonds comme 48. Et l'histoire de 48, on le sait bien, a été dite jusqu'à présent ou cachée aussi, surtout à travers les archives militaires. Et des sources donc qui ont des contradictions, des risques, qui posent, des problèmes en termes de manipulation et d'usage, des perspectives unilatérales. Au contraire, on peut toujours en plus voir comme d'autres sources peuvent contribuer à faire une nouvelle histoire de 48. Par exemple, à travers l'histoire des sources qui viennent des couvents, comme dans le cas du couvent d'Ain Karem, on retrouve dans les chroniques l'histoire de l'expulsion de la population de Dar Yassin, ou à travers les sources du patriarcat latin, c'est Gaza qui émerge. Et on pourrait continuer avec bien d'autres exemples. Comme Vincent Lemire a écrit dans son livre qu'on discute aujourd'hui, il faut croire, je cite, que le temps de l'oubli est passé et que le temps de l'histoire est venu. Et cette croyance, espérance et aussi travail est valide pour fin 19e siècle, pour la période du mandat, pour 48. On l'écoute maintenant pour 1967 et pour le quartier maghrébin. Merci. Merci beaucoup, Chiara. Merci. Voilà, donc vous avez compris, le projet Open Jérusalem, c'est un mot qui est galvaudé, hein, aventure collective, mais aventure oui, collective oui, donc ça fonctionne. Et encore une fois, 80 chercheurs, chercheuses et chercheurs engagés dans ce projet en Russie. On pense aussi à nos collègues russes aujourd'hui, en Turquie, voilà, pratiquement dans le monde entier. Et c'était voilà juste une façon de donner un petit peu de visibilité à ce projet qui est officiellement terminé, mais qui, comme les vrais projets, ne se termine pas en fait. Un seul exemple, par exemple, nous sommes en train d'indexer toutes les archives de la municipalité jordanienne de Jérusalem, 1948-1967. Je ne sais pas ce que vous savez sur l'histoire de la municipalité jordanienne, je pense pas grand-chose, parce que c'est une histoire complètement opaque, complètement, oui, qui attendait en fait, ces sources, ces archives. Ces archives, évidemment, elles sont ici, hein, parce qu'il faut toujours réfléchir à qu'est-ce qu'on emmène pas. C'est pas un scoop. Les Jordaniens n'ont pas emmené les archives de la municipalité quand ils sont partis en 1967. Et donc, voilà, avec une collègue qui est palestinienne, de nationalité israélienne, qui vit à Leipzig. Elle est en train de décrire, enfin elle a terminé en fait la description et l'indexation de toutes les archives de la municipalité jordanienne de Jérusalem. On va pouvoir enfin écrire une histoire de la Jérusalem jordanienne. Voilà, parce qu'on ne sait rien en fait. On ne sait rien de ce qui s'est passé pendant ces 19 ans de ce côté-ci de la ligne verte. Alors maintenant on va parler du quartier maghrébin de Jérusalem, et je vais essayer de le faire vraiment à travers des documents, quelques-uns des documents que j'ai pu croiser pour retracer cette histoire. Alors, je pense que la plupart d'entre vous savent de quoi nous parlons. Le quartier maghrébin de Jérusalem se trouvait très exactement là où se trouve aujourd'hui ce qu'on appelle l'esplanade du mur, Western Wall Plaza, le grand espace ouvert devant le mur occidental, hein, devant le Kotel Amaharavi. Jusqu'en 1967, vivaient là entre 800 et 1000, 1200 habitants. Et ce n'est pas seulement des habitants qui avaient une origine maghrébine, en fait c'était véritablement des Maghrébins, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, quelques Libyens aussi, qui avaient des noms très maghrébins, Al-Tounsi, Al-Marakchi, Al-Karoui, Al-Fassi, Al-Maghribi, tout simplement. Et ce n'est pas seulement, encore une fois, des origines lointaines. Certains d'entre eux étaient arrivés 15 ans avant, 50 ans avant, 70 ans avant, le père, le grand-père. Et c'était en fait des pèlerins ou d'anciens pèlerins qui, sur la route de la Mecque, s'étaient arrêtés à Jérusalem et puis étaient restés. Mais vous savez que c'est l'histoire de cette ville. Hein, on passe par Jérusalem et puis on y reste. Je pense que d'ailleurs un certain nombre d'entre vous dans cette salle sont dans ce cas-là. On passe par Jérusalem et puis on y revient et puis finalement on y reste. Parfois plus longtemps que ce qu'on aurait cru, ou peut-être même que ce qu'on aurait souhaité parfois. C'est comme ça. Et donc l'histoire de ces Maghrébins, c'est aussi cette histoire-là.
devant vous, vous avez l'acte de fondation du Waqf Abou Medienne, qui n'est pas le premier Waqf du quartier maghrébin. Le premier Waqf du quartier maghrébin, il date de 1193. Il est initié par Al-Afdal Ali, qui est le fils de Saladin. Donc c'est une fondation pieuse qui a des origines très prestigieuses. Le texte de la fondation de 1193, on ne l'a pas conservé. Celui de 1320, on l'a conservé, et en fait, beaucoup de fondations postérieures vont venir s'agréger au Waqf Abou Medienne, et c'est pour ça d'ailleurs que finalement la fondation pieuse qui s'occupe des Maghrébins de Jérusalem finit par s'appeler la fondation Abou Medienne, alors qu'il y a énormément de Waqf qui sont agrégés. Ça, c'est quelque chose qui nous dit beaucoup aussi de l'histoire religieuse et immobilière de Jérusalem. Comment ce quartier était financé? Vous avez une photo là, donc la photo du haut, bien sûr, c'est le quartier maghrébin lui-même, en 1928. Hein, c'est Jean-Michel, je parle sous le contrôle de Jean-Michel, qui voilà, vérifie toujours s'il y a... là, il y a trace du tremblement de terre de 1927. Vous ne voyez pas, mais la tour Augusta Victoria, elle est renforcée, et donc on est bien en 1928. Elle est renforcée, mais elle n'est pas encore réparée. Donc on n'est pas en 1929. Jean-Michel. Mais en bas, vous avez une photo du quartier, du village de Ein Karem, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est maintenant presque absorbé dans l'agglomération de Jérusalem, mais qui était à l'époque un village vraiment à l'extérieur de la ville, à 5-6 km de la ville. Un village très prospère, très riche, hein, encore aujourd'hui, parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a des bonnes terres. Et en fait, le fils de Saladin avait donné aux Maghrébins de Jérusalem tous les revenus du village de Ein Karem, revenus fonciers, revenus agricoles. C'est ce qui explique aussi que cette fondation a pu durer 800 ans, hein, c'est qu'elle était, assise, hein, sur des revenus très réguliers et très conséquents. Voilà, vous savez qu'Ein Karem, en 1948, se retrouve à l'ouest de la ligne verte, donc en Israël, hein, et c'est ce qui évidemment explique en partie le destin tragique de ce quartier, c'est qu'à partir de 1948, il se retrouve coupé en fait de sa base foncière et de sa base financière. Ces deux documents, encore une fois, parmi tant d'autres, pour raconter un petit peu l'histoire de la gestion de ce quartier avant justement, avant la catastrophe, et même y compris avant 1948. Dans les archives de la custodie franciscaine, je salue Marie Armel et d'autres membres éminents de cette communauté. Vous savez sans doute, hein, les archives de la custodie franciscaine sont parmi les plus belles et surtout les mieux rangées de Jérusalem. J'en parlais l'autre jour. C'est sans doute parce que les franciscains, la vertu d'un custode, c'est d'être ordonné. Sa vertu première, c'est d'être ordonné, c'est que les livres de comptes soient bien tenus, que les archives soient bien tenues. La vertu des bénédictins, c'est autre chose. Parfois, c'est un peu plus... et la vertu des dominicains, c'est encore autre chose. Et parfois, voilà, c'est pas le même rapport aux documents. C'est très intéressant. Donc, il n'y a pas, évidemment, hein, il n'y a pas d'archives catholiques, d'archives arméniennes, non. Il y a des fonctions qui font un rapport aux archives et aux documents. Bref, dans les archives de la custodie sont conservées absolument toutes les quittances de loyer qui étaient payées ou perçues par les franciscains de Jérusalem. Et les franciscains de Jérusalem ont des bâtiments à Ein Karem et donc payent aux Magravinos, vous voyez, Magravinos, aux Maghrébins, une certaine somme, hein, un certain loyer, en échange de l'occupation d'une partie des terrains de Ein Karem. Voilà, on voit une fondation qui fonctionne parfaitement, c'est-à-dire que les terrains qu'elle n'occupe pas directement pour de l'agriculture, eh ben, elle en tire des revenus immobiliers. Et puis à droite, vous voyez un document qui, là, vient d'Istanbul, donc des archives ottomanes d'Istanbul. Et il s'agit d'une pétition, de deux pétitions en réalité. Donc vous voyez un texte et puis des signatures. Hein, ces signatures typiques de Jérusalem, hein, c'est en fait une suite de sceaux. Hein, c'est des sceaux, hein, qui sont inscrits avec le nom voilà, des signataires. Et en fait, c'est une pétition, comme il y en a eu beaucoup,
parce que cette année-là, en 1903, le gestionnaire du Waqf des Maghrébins se servait dans la caisse. Voilà, ça arrive. Hein, se servait dans la caisse. Et donc, donc les habitants du quartier, qui doivent être les bénéficiaires de ces revenus, se plaignent. Voilà, peut-être qu'ils se servaient trop dans la caisse, quoi. Et donc ça va pas. Et donc on pétitionne jusqu'à Istanbul, hein, jusqu'au sultan. Et ça redescend, et le gestionnaire saute. Hein. Voilà. Damas, etc. Enfin tout ça, tout le monde s'agite. Et voilà. Mais c'est une fondation pieuse. Hein. Il y a de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort. Normalement, cet argent est là pour les Maghrébins, et donc il faut qu'il soit bien orienté. Là, c'est en haut, vous voyez un des livres de comptes du Waqf Abou-Médienne, un livre de comptes de l'année Hégire 1288, donc 1871, 1872. Et ça, on le trouve à Aboudis. À Aboudis, hein, donc les archives qui se trouvaient jusqu'en 1983 sur l'esplanade des mosquées, et qui, pour des raisons de sécurité notamment, hein, ont été déplacées à Aboudis, et qui se trouvent aujourd'hui juste à l'est du mur. À l'est du mur, ça veut dire contre le mur, littéralement. Hein. C'est-à-dire que la mosquée qui abrite en particulier ces archives, donc les archives surtout des fondations pieuses, sont exactement contre le mur. C'est important, hein, parce que vous savez que les Waqf sont un des éléments importants de, on va dire, les résistances palestiniennes dans le contexte à partir du début du XXe siècle. Donc encore aujourd'hui, hein, ce que je disais tout à l'heure, les archives ne sont pas d'abord faites pour les historiens. Hein, elles sont d'abord faites pour affirmer des droits. Et puis parfois, on autorise les historiens à venir les voir. Et puis en bas, vous avez un petit extrait du cahier de notes du secrétaire de la mairie de la municipalité ottomane de Jérusalem. Et c'est en fait une attestation d'embauche pour Haj Kassim al-Maghribi, comme son nom l'indique, donc maghrébin, et qui, en 1899, est embauché pour surveiller le bassin du sultan. Vous savez, le bassin du sultan, où il y a des concerts aujourd'hui, à l'époque, il y avait de l'eau, et il fallait en particulier surveiller que les bêtes ne fassent pas leurs besoins dans cette eau. Donc, il faut un surveillant. Et donc ça, c'est un seul document, mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que dans les archives municipales, les Maghrébins, en fait, ont une position très centrale dans le dispositif municipal et citadin de Jérusalem. Ils sont surveillants, ils sont gardiens, ils sont chargés des taxes, des douanes, ils sont chargés de transporter les courriers. Des postes de confiance et des postes vraiment qui montrent que les Maghrébins de Jérusalem n'étaient pas du tout en fait en position marginale, mais au contraire étaient en position pivot. Par exemple, le chef de la corporation des crieuses et crieurs publics, parce qu'à Jérusalem il y avait non seulement des crieurs publics mais des crieuses, qui ne criaient pas les mêmes nouvelles. Certaines nouvelles étaient criées par des hommes et d'autres par des femmes. Et cette corporation, qui est évidemment centrale hein, dans l'histoire de Jérusalem, comme dans l'histoire de toutes les villes, on va dire, d'avant la presse, hein, eh bien, le chef de la corporation des crieuses et crieurs publics était toujours un Maghrébin. Toujours. Et chef de la corporation des crieuses et crieurs publics, c'est une position de pouvoir extrêmement importante. Hein. C'est celui qui va décider quelles nouvelles doivent être véritablement colportées, transportées, officialisées, etc. Donc voilà, tous ces documents nous montrent que les Maghrébins de Jérusalem n'étaient pas du tout, comme on a pu parfois le raconter, les histoires qu'on raconte, et ce que nous disent les archives, n'étaient pas du tout des marginaux et des pauvres complètement isolés. C'était tout le contraire. Et puis arrive le XXe siècle. Et là, une autre histoire surgit, qui est l'histoire du projet sioniste et l'histoire de l'émergence du nationalisme palestinien. Et c'est cette histoire qui devient tragique et qui va devenir de plus en plus tragique pour cette communauté des Maghrébins de Jérusalem, pour une raison simple que vous avez tous compris, c'est qu'il se trouve que leur quartier est construit au pied du mur. C'est ce qui donne le titre de ce livre, que le quartier des Maghrébins arrive jusqu'à à peine 3 mètres du mur occidental.
et ce qui n'était pas du tout une position problématique à l'origine du quartier, puisque ce quartier date du XIIe siècle, et que, on le sait, hein, ça fait consensus parmi les historiens, y compris tous les historiens israéliens, le mur occidental devient un sanctuaire, un lieu de prière juif, au milieu du XVIe siècle. Hein. Donc pendant 350 ans, le quartier des Maghrébins se trouve devant un morceau de la muraille hérodienne. Mais des morceaux de muraille hérodienne, il y en a un peu partout, hein, contrairement en particulier du côté de l'Orient. Mais au XVIe siècle, donc, ce segment de la muraille hérodienne, ou plutôt du mur de soutènement hérodien, bien sûr, devient un sanctuaire juif. Ça ne pose pas de problème jusqu'au début du XXe siècle, mais au début du XXe siècle, avec l'essor de l'immigration juive, il y a de plus en plus de fidèles juifs qui veulent venir prier, qui viennent prier. Ça pose un problème d'ordre public très concret. Hein, quand on voit les toutes petites ruelles qui y menaient, il commence à y avoir des conflits. Et donc, il y a diverses initiatives, d'abord privées, puis associatives, puis de plus en plus officielles. Hein, donc des initiatives, des différents éléments, on va dire, du mouvement sioniste, ou il faudrait plutôt dire des mouvements sionistes, à partir de la fin du 19e, début 20e, qui tentent d'acheter tout ou partie du quartier maghrébin pour agrandir le lieu de prière juif. Voilà. Donc c'est une très très longue histoire, très très complexe. Il y a des dizaines et des dizaines d'épisodes, d'événements. Un seul, une lettre de Albert Antebi. Voilà, parce que j'aime beaucoup Albert Antebi. Certains d'entre vous le connaissent, je pense, hein, directeur de l'école de l'Alliance israélite universelle à Jérusalem, juif d'origine syrienne, hein, de Damas, francophone, francophile, qui a des positions ambiguës vis-à-vis du projet sioniste. Il se définit comme antisioniste, il l'écrit, il le dit, et en même temps, en acte, il agit souvent pour des institutions éminentes du projet sioniste. Et là, par exemple, on le voit en février 2013, qui sert d'intermédiaire pour un projet d'achat du quartier maghrébin au profit de l'Anglo-Palestine Company, hein, qui est la banque centrale du mouvement sioniste à cette époque-là. Et puis à côté, vous avez des archives, un dossier d'archives en fait qui vient des archives centrales sionistes, hein, à côté de Binyané Aouma, à côté de la gare routière. Là, vous repérez que c'est en allemand. Et en fait, c'est un dossier qui documente la correspondance entre un certain Djemal Pacha et, là, pour le coup, la tête de l'organisation sioniste qui se trouve en Allemagne à ce moment-là. Et il y a vraiment un processus de négociation entre Djemal Pacha et l'organisation sioniste pour l'achat du quartier maghrébin. Les sionistes allemands ne vont en fait pas s'y laisser prendre, parce qu'ils comprennent qu'en fait Djemal Pacha ne peut pas vendre un bien inaliénable, et donc ils vont reculer juste à temps. Et puis Djemal Pacha, vous le savez, hein, il a d'autres chats à fouetter, d'autres nationalistes à pendre, hein, il repart à Damas, enfin bon, il est très très occupé dans ces années 1915-1917. Et donc, voilà, ça n'aboutit pas, mais voilà, il y a des tentatives qui deviennent de plus en plus officielles, de plus en plus importantes. On fait un saut dans le temps, on est dans les années 1950, donc je ne reviens pas sur les années du mandat, mais c'est des années qui sont compliquées pour le Waqf des Maghrébins, comme pour toutes les fondations pieuses islamiques. Hein. Vous savez qu'il y a une tendance à la centralisation, hein, des fondations pieuses islamiques par les autorités mandataires, via d'ailleurs un certain Haj Amin al-Husseini, hein, qui sert de ce point de vue-là les autorités mandataires. Et puis, 1929, hein, vous savez, 1929, les émeutes du mur, 250 morts dans toute la Palestine, c'est parfois considéré comme le point d'origine du conflit israélo-palestinien tel qu'on le vit aujourd'hui, hein, avec des affrontements extrêmement sanglants, avec des scènes qui sont des scènes de véritables pogroms, hein, à Hébron notamment. Mais ces émeutes du mur, elles ont commencé, comme leur nom l'indique, devant le mur, et donc au contact du quartier maghrébin et du mur. Et elles ont commencé en fait le jour de l'anniversaire du prophète. Et ce jour-là, la Fondation des Maghrébins doit nourrir gratuitement tous les habitants du quartier. Alors c'est comme pendant Ramadan, hein. Ça déborde sur la rue.
Donc ça déborde sur la rue, et d'un autre côté, on a des communautés juives qui veulent venir prier, et puis une organisation qui s'appelle le Bétar, les fidèles de Jabotinsky, qui revendiquent de plus en plus. Il y a des morts, la Palestine s'enflamme, et il y aura 250 morts à la fin du mois d'août 1929. 1948, donc, première guerre israélo-arabe, et Ein Karem se retrouve en Israël. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, la base foncière et financière du Waqf des Maghrébins disparaît. Voilà. Et donc, très très vite, on le voit dans les livres de comptes, cette fondation périclite. Enfin, elle est vraiment quasiment en état de faillite. Hein. Quand le quartier maghrébin, c'est ce qui dépense de l'argent, Ein Karem, c'est ce qui en rapporte. Hein. Donc, quand on n'a plus que la dépense, la faillite est très très proche. Et là, le consulat de France à Jérusalem se mobilise. En l'occurrence, c'est René Neuville qui prend en charge ce dossier. René Neuville, il a énormément d'atouts pour le faire. Il a d'abord été au consulat de Jérusalem comme numéro 3, je crois, dans les années 1920. Il est chancelier ou vice-chancelier, je ne me souviens plus. En tout cas, il a déjà travaillé à Jérusalem dans les années 20. Il a ensuite été au Maroc pendant les années de l'occupation. Et il revient donc comme consul général. Il est donc très très sensibilisé à ces questions-là. Et puis, il est alerté par Louis Massignon. Le courrier que vous avez là à gauche, c'est un courrier de Louis Massignon, en tête du Collège de France, à René Neuville, monsieur le consul général, parce qu'en fait, c'est Louis Massignon qui, fin 1948-49, perçoit qu'il y a peut-être une opportunité diplomatique inespérée et inattendue. La France est puissance coloniale au Maghreb, puissance souveraine donc. Le quartier maghrébin a perdu ses revenus d'Ain Karem. La France peut donc en fait faire du quartier maghrébin un quartier français et dans un endroit très très stratégique de la vieille ville, puisque se pose la question notamment de l'accès au mur des Lamentations suite aux accords de Rhodes. Donc la France aurait une position pivot qui lui permettrait de se trouver en fait entre les autorités jordaniennes et les autorités israéliennes. Et donc, ce que j'ai découvert, et là c'est véritablement quand les archives bouleversent l'histoire, parce que l'histoire française du quartier maghrébin, elle était totalement inconnue, enfin moi je ne savais pas. Aux archives de Nantes, Nantes c'est là où toutes les archives diplomatiques et consulaires sont rapatriées, on a 4 très grandes boîtes sur la gestion par la France du quartier maghrébin. Alors, c'est fait évidemment dans ce qu'on appellerait aujourd'hui du soft power, et Massignon l'assume. Il s'agit de montrer aux ressortissants maghrébins du Maghreb que la France s'occupe des lieux saints islamiques aussi bien qu'elle s'occupe des lieux saints catholiques. D'accord ? Donc, c'est un moment assez singulier dans l'histoire française de la protection des lieux saints, un moment qu'on a un petit peu oublié, puisqu'aujourd'hui on est revenu, on va dire, à un périmètre plus classique et plus attendu. Mais quand la France avait un empire en islam, et quand la France donc se présentait au monde comme un empire islamique, je cite Louis Massignon, un empire musulman et un empire islamique, voilà, il faut assumer ça, et donc il faut défendre les lieux saints islamiques comme on défend les lieux saints chrétiens. Voilà, je trouve, enfin, voilà, c'est assez rappeler que la France se présentait il y a encore une 50aine d'années comme un empire islamique, je trouve est assez plaisant par les temps qui courent, comme quoi les choses vont et viennent, tout ça. Voilà. Et puis voilà, 1952, alors ça c'est une lettre des archives nationales d'outre-mer. Alors les archives d'outre-mer, elles sont à Aix-en-Provence. Ça, c'est les archives rapatriées, en particulier des anciennes colonies, des territoires coloniaux, et notamment du Maghreb. Et ça, c'est une lettre de Jean Selle au ministère de l'Intérieur, donc ministère de l'Intérieur qui s'occupe en particulier de l'Algérie, pour demander le versement de la subvention algérienne au Waqf des Maghrébins de Jérusalem. Donc, c'était pas seulement du soft power, il y avait de l'argent, il y avait des espèces sonnantes et trébuchantes qui partaient d'Alger, qui transitaient par Paris et qui arrivaient au consulat général et qui faisaient des dons aux pauvres, des soins, de la restauration. Les bâtiments, le bâti du quartier maghrébin dans les années 1950, on le voit sur les photos, est de bien meilleure qualité
parce qu'effectivement, il y a de l'argent algérien-français, qui arrive tous les ans, et de l'argent tunisien aussi, de l'argent marocain. Et donc, on va ouvrir une école pour les filles, on va ouvrir un club pour les jeunes, on va acheter un poste de radio, on va restaurer des bâtiments, on va payer un petit peu mieux le personnel chargé de la mosquée, etc. Enfin, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la restauration, au sens fort du terme, grâce à de l'argent qui vient du Maghreb français. Ceci étant, voilà, ces années-là sont aussi des années où les nationalismes au Maghreb se développent. Et donc, je trouve dans les archives du consulat de France à Jérusalem de plus en plus de pétitions. Alors, soit des pétitions simples, hein, pareil, pour dire un tel prend dans la caisse, ou un tel n'aide pas assez les Tunisiens, ou aide un petit peu trop les Marocains. C'est le moment où les Maghrébins sont de moins en moins maghrébins, et de plus en plus autre chose. Marocains, Algériens, Tunisiens. Ce qui fragilise en soi cette fondation, puisque cette fondation, elle était là justement pour les Maghrébins. Ce qui avait, à l'époque de Saladin, évidemment, une acception très très forte et très très large, quoi. À l'époque des nationalismes, voilà, on se rend compte de plus en plus que les Tunisiens pétitionnent contre les Marocains contre les Algériens. Les Marocains, les Algériens, beaucoup quand même, hein, déjà à l'époque. Voilà, et donc le consul de France se trouve parfois pas seulement à gérer les problèmes des Maghrébins vis-à-vis des autorités israéliennes pour Nkarem, mais en fait à régler des problèmes, on dirait, des problèmes entre ces différentes communautés. Puis le document à droite, c'est un courrier de Jean-Marcel Jeannet, père de Jean-Noël, premier ambassadeur de France en Algérie, qui tente par tous les moyens, on est en décembre 1962, le Maroc est indépendant, la Tunisie est indépendante, l'Algérie est indépendante, hein, on vient de fêter cet anniversaire, et en fait, les autorités françaises cherchent vraiment, volontairement, sincèrement, à transmettre ce dossier aux nouvelles autorités algériennes. Ça aussi, c'est ce que les archives révèlent. Et c'est assez curieux à voir aujourd'hui, c'est-à-dire que on voit l'ancienne puissance coloniale qui fait véritablement ce qu'elle peut pendant 2 ans et demi de courrier pour que les autorités algériennes reprennent en charge la protection des Maghrébins de Jérusalem. Vous êtes la nouvelle puissance souveraine, vous devez donc vous occuper de vos ressortissants, y compris ceux qui sont en dehors des frontières. Force est de constater que le nouvel État algérien, qui, vous le savez aussi, a des problèmes internes très violents à cette époque-là, qui se considère comme un État révolutionnaire socialiste, peut-être que quelques centaines de pèlerins, de pieux musulmans égarés dans la ville sainte, c'est peut-être pas prioritaire pour l'Algérie de 1962. En tout cas, ce que révèlent les archives, c'est qu'il y a d'une certaine manière une responsabilité éminente de l'État algérien. Pourquoi ? Parce qu'il y a un procès entre le Waqf des Maghrébins et Israël pour l'indemnisation des terres de Nkarem. Il y a un procès qui traîne, qui dure. Et donc, c'est la France qui représente les intérêts du quartier maghrébin. Et en 1962, la France dit aux Israéliens, on ne peut plus se présenter dans la cause, on ne peut plus venir aux audiences. C'est aux Algériens maintenant de venir, mais laissez-leur le temps de reprendre en charge ce dossier et de se préparer. Et les autorités israéliennes disent très bien. Elles accordent des délais de 6 mois en 6 mois jusqu'au début de 1964. Et puis on a un dernier courrier du consul de France qui dit aux Israéliens, en fait, l'Algérie ne veut pas reprendre en charge la protection des Maghrébins de Jérusalem. Et une certaine Golda Meir répond, merci, monsieur le consul général, nous en prenons bonne note. Nous sommes en 1964, 3 ans avant la destruction du quartier. Ce que révèlent les archives, c'est qu'en fait, cette destruction qu'on nous a présentée comme quelque chose de soudain et brutal, etc., en 1964, c'est fait, en fait. Golda Meir elle-même sait qu'il n'y a plus de protection juridique, diplomatique, financière pour les Maghrébins de Jérusalem. Il manque plus que l'occasion. Et l'occasion, évidemment, c'est la guerre des 6 jours. Vous avez vu, sans doute, vous connaissez peut-être un certain nombre de ce genre d'images. Ça, c'est une photo de Gilles Caron, du mercredi 14 juin 1967. Le quartier des Maghrébins, il est détruit dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 juin, à peine quelques heures après le cessez-le-feu.
Et l'historiographie israélienne, jusqu'à récemment, jusqu'à aujourd'hui en fait, présentait effectivement cette destruction comme l'initiative spontanée d'une quinzaine d'entrepreneurs privés qui, pendant le Shabbat, donc pendant le samedi 10 juin, avaient rassemblé quelques tracteurs et quelques pelleteuses, et puis, profitant de l'espèce d'enthousiasme de la conquête de la ville, avaient obtenu l'autorisation des militaires de détruire le quartier. Alors, c'est très pratique parce que ça permet de dédouaner tout le monde, la municipalité, l'armée, le gouvernement, et on a voilà une quinzaine d'entrepreneurs exaltés qui seraient responsables de cette destruction. Et c'est là qu'il faut aussi se méfier parfois des archives, parce qu'il y a des archives qui sont fabriquées, produites, pour dire le faux. Et pourtant, ce sont des vraies archives, donc c'est des vrais faux. Ce que vous avez à gauche, c'est un vrai faux. C'est-à-dire, c'est une espèce de collage réalisé en 1968 pour illustrer un livre qui est publié à la gloire des 15 entrepreneurs qui se sont auto-constitués en association. Nous sommes les chevaliers de l'ordre du Kotel. C'est nous qui avons détruit le Kotel. Et ils sont très valorisés, ils sont décorés, etc. Le fait de les valoriser permet encore une fois de déresponsabiliser les autorités politiques. Donc l'historien doit parfois se méfier de ces documents et aller chercher beaucoup plus profondément. Le problème, c'est que, évidemment, la destruction d'un quartier, ça laisse assez peu de traces. Et là, c'est là que, effectivement, le projet Open Jérusalem a été très, très utile, parce que j'ai été chercher dans les archives, en fait, du département des travaux publics de la municipalité de Jérusalem-Ouest, parce que quand on détruit 135 maisons, ça pose des problèmes logistiques, en fait. Et là, j'ai trouvé une note du vendredi 9 juin 1967, 1967 évidemment, et pas 967, qui est en fait le PV d'une réunion entre un certain Teddy Kollek, maire de Jérusalem, Uzi Narkis, commandant de la zone militaire de Jérusalem, pour lister les éléments les plus urgents à réaliser après la conquête de la ville. Nous sommes le 9 juin. Et le troisième point, c'est la destruction du quartier maghrébin. Et là, comme c'est les archives des travaux publics, on dit qu'il faudra amener tant de camions pour évacuer des gravats, ça va correspondre à peu près à ça. Enfin, voilà, on décrit ce qu'il y a à faire. Et donc, c'est là qu'on voit qu'évidemment, l'opération est programmée au plus haut niveau. Et puis, autre document, là, à gauche, vous avez une note aussi du vendredi 9 juin 1967, que j'ai retrouvée, donc, pour le coup, aux archives nationales israéliennes, document des archives du ministère des Affaires étrangères. Et en fait, c'est une note très diplomatique qui vise à caler les éléments de langage. C'est ce que font beaucoup les diplomates. Quelque chose va arriver, préparons les éléments de langage. Et donc là, on a dans le texte tapuscrit et aussi et surtout à la main, on a les premiers, c'est un taudis, il n'y avait pratiquement plus d'habitants, ils seront immédiatement relogés. Voilà, donc ça c'est. Et ensuite, c'est une note qui va être envoyée à toutes les ambassades potentiellement sensibles dès le 11 juin. À droite, le plan de démolition du quartier, dont on se rend compte qu'il ne correspond absolument pas à ce qui a été réalisé, puisque la destruction est beaucoup plus large. Je termine pour. Il me reste deux diapositives. En fait, l'histoire du quartier maghrébin se termine dans la nuit du 10 au 11 juin 1967, mais l'histoire des Maghrébins de Jérusalem n'est pas terminée. Ils ont été expulsés. Ils ont été expulsés en 2 heures, dans la soirée du samedi 10 juin, mais ils habitent encore à Jérusalem, vous pouvez en rencontrer. Beaucoup de ceux que vous rencontrez ont vécu ce dont on parle. On parle d'un événement qui s'est passé il y a 55 ans, c'est pas de l'histoire ancienne. Beaucoup vivent à Chouafat, beaucoup vivent à Silouane, quelques-uns vivent à Jéricho, d'autres à Amman. Voilà, selon leurs réseaux familiaux, ils se sont réfugiés là où ils pouvaient. Mais une question restait entière, c'est ces habitants ont-ils été indemnisés? L'historiographie palestinienne a toujours affirmé que non. Les archives disent que oui. Les archives disent que oui. Alors, on peut discuter du montant de cette indemnisation. Elle est minime. Elle est minime parce que ce qui a été indemnisé, ce n'est pas la destruction du bien immobilier, puisque par définition, ceux qui habitaient dans ces maisons n'étaient pas propriétaires. Le propriétaire, c'était la fondation, le Waqf. Donc, ils ont été indemnisés du préjudice d'expulsion. Et non seulement du préjudice d'expulsion, mais aussi de la perte de leurs biens meubles.
Et c'est là, parce qu'évidemment, comme ils sont partis en 2 heures, ils sont partis en gros avec leur papier d'identité. Et dans les archives municipales de Jérusalem, les archives actuelles, grâce à Meron Benvenisti, que certains d'entre vous ont connu, bien sûr, hein, ancien maire adjoint de Jérusalem, très proche de Teddy Kollek d'abord, et puis beaucoup moins proche, et puis éditorialiste à Haaretz, et puis militant, et puis historien de formation d'ailleurs, médiéviste. Et j'ai rencontré plusieurs fois Meron Benvenisti, mais la dernière fois, c'était un petit peu avant sa mort. Il était malade, il savait qu'il allait mourir, et quand on sait qu'on va mourir, on s'occupe de ses archives. Et Meron me dit viens à la maison, j'ai beaucoup d'archives et je ne sais pas quoi en faire. Voilà. Et il ne savait pas à qui les donner, etc. Et donc on a organisé le transfert de ces archives, en l'occurrence à l'Institut Yad Ben-Zvi, où son père, David Benvenisti, avait déposé ses archives. Mais il m'a aussi aidé en fait, à m'orienter dans les archives municipales, dans celles que ses archives à lui, qui étaient restées dans les bureaux. Et j'ai trouvé les dossiers d'indemnisation de 115 familles du quartier maghrébin. Et évidemment, là, pour le coup, c'est des documents extrêmement riches pour l'historien parce que les habitants décrivaient, un peu comme vous le feriez, ou comme vous le faites quand vous vous adressez à votre compagnie d'assurance. Hein, il y a eu un incendie chez vous, vous décrivez très très précisément tout ce qui a été perdu. Et donc là, on a des listes de tout ce qui était dans les maisons du quartier maghrébin juste avant la destruction. Hein, c'est un peu ce que j'appelle un effet Pompéi, c'est-à-dire que la réalité sociale est figée quelques heures, quelques minutes en fait avant la destruction. Et on va avoir un tapis de corde, un tapis de laine, 2 vestes en velours, une chaise en bois, 3 kilos d'olives, 5 kilos de sucre. En fait, une photographie véritablement de toutes ces maisons. Et puis à droite, vous voyez un courrier de Lala Malika, la sœur de Hassan II, par ailleurs présidente du Croissant Rouge marocain, qui écrit à la Croix-Rouge à Genève pour s'inquiéter en 1975 du devenir des Maghrébins de Jérusalem. La Croix-Rouge de Genève transmet à la Croix-Rouge ici, et la Croix-Rouge locale fait une enquête sociale assez importante, et donc ce qui m'a permis aussi, et c'est la fin du livre, hein, de comprendre qu'est-ce qu'étaient devenues ces familles 8 ans après la destruction du quartier. Et puis je termine, hein, il est l'heure, mais je termine avec une dernière série d'images qui sont peut-être les plus dures à regarder, à appréhender, parce qu'en fait, ce ne sont pas des documents écrits, et pourtant ce sont des documents, c'est de l'archéologie. L'archéologie, ce n'est pas forcément seulement de l'archéologie biblique ou médiévale. C'est ce qu'on appelle les archives du sol. Tout ce qui se trouve sous le sol, c'est de l'archéologie, et il y a aussi de l'archéologie contemporaine. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux sur l'esplanade, vous les avez vus. Quand vous regardez le mur occidental, il y a des travaux du côté nord, hein, où il y a maintenant des toilettes publiques. Il y a des travaux derrière vous, du côté ouest, hein, Beth Aliba. Il y a eu des travaux du côté sud, hein, à côté de ce qu'on appelle la rampe des Maghrébins, sous la fameuse rampe en bois. Et donc, j'ai été voir mes collègues archéologues israéliens, qui, bien sûr, pendant ces travaux, ont traversé immédiatement la première couche, en stratigraphie, la toute première couche, c'est le quartier maghrébin, immédiatement, quoi, au premier coup de pioche. Et comme ces habitants sont partis, encore une fois, en 2 heures, tout le mobilier, vous l'avez sur les déclarations de demande d'indemnisation, mais vous le retrouvez sous le sol, littéralement à 60 cm, sous les pavés sur lesquels vous marchez quand vous êtes... Et donc, c'est des machines à coudre, c'est au milieu, en haut, des rasoirs. C'est très rouillé, mais vous savez, les rasoirs des salons de coiffure à l'époque, voilà, c'est ça. À droite, un boucher, des crocs pour accrocher de la viande. À gauche, un reste de bouilloire, des chaussures d'enfant. En bas à gauche, un réchaud à gaz, des flacons de shampoing. Mais j'ai passé des journées entières dans ces cartons, qui évidemment ne sont pas exposés, ne sont pas valorisés, mais sont conservés par les archéologues israéliens. Voilà, c'est peut-être la dernière étape de cette histoire, c'est va-t-on pouvoir à un moment montrer d'une manière ou d'une autre, dans un endroit ou dans un autre, pas seulement dans un livre, parce que tout le monde ne lit pas nos gros livres, et donc il faudra trouver des moyens de faire vivre cette histoire à nouveau. Merci beaucoup.